Bonne année Clémentine Autain, vous êtes porte-parole du Front de Gauche et fidèle à BFM TV, merci. Bonne année André Berkoff, journaliste, essayiste, blogueur, merci d'être fidèle et d'être avec nous pour ce face-à-face. On va évoquer plusieurs sujets d'actualité de la journée, évidemment, comme d'habitude. Et d'abord cet appel d'Eva Joly qui présentait ses vœux et qui appelle une dynamique de second tour à gauche. Elle appelle François Hollande, François Bayrou et Jean-Luc Mélenchon à le préparer. Écoutez. Battre Nicolas Sarkozy le 6 mai prochain est donc un objectif prioritaire pour la candidate écologiste que je suis. J'invite donc aujourd'hui François Hollande, François Bayrou et Jean-Luc Mélenchon à préparer dès à présent une dynamique de second tour et à s'engager à un désistement réciproque pour celui ou celle d'entre nous qui sera qualifié à l'issue du premier tour. Alors c'est quoi? Hier, elle défilait avec Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou du NPA aux côtés de Xavier Mathieu des Conti. Donc c'était quand même très à gauche. Et aujourd'hui, c'est un coup de volant à droite? Oui, c'est vrai que c'est très troublant, cet appel au rassemblement avec François Bayrou et Jean-Luc Mélenchon. Je ne vois pas très bien comment ils pourraient faire une coalition commune. Il n'y a qu'à regarder les programmes, hein, ce n'est pas une affaire de personne. Et d'ailleurs, le programme de François Bayrou, cette année, dans les grandes lignes de force telles qu'on peut les voir, est beaucoup plus libéral qu'il ne l'était en 2007. Et son comportement vis-à-vis de Nicolas Sarkozy est encore moins ferme. Il y a eu une époque où il s'affirmait très fortement contre Nicolas Sarkozy, c'est même plus le cas. Donc, de toute façon, la tradition historique, c'est le rassemblement de la gauche. Et d'une certaine manière, Eva Joly participe, mais François Hollande l'avait fait à sa manière, à casser cette histoire-là et à proposer un rassemblement qui est d'une toute autre nature. Et je trouve que c'est très étonnant de la part d'un courant politique, les Verts, qui ont eu toute une période longue d'ancrage clair à gauche. Et on voit qu'avec Europe Écologie Les Verts, les choses sont beaucoup plus troubles. Et je trouve ça parfaitement regrettable. Bon, moi je crois que en fait, c'est Eva Joly aujourd'hui, c'est Gloria Swanson dans le boulevard des Crépuscules. Comme elle n'a plus strictement rien à dire, puisqu'elle a avalé le BOA de la centrale nucléaire contre des circonscriptions, il faut bien se dire les choses comme elles sont. Donc elle en est réduite à faire un appel, style 18 juin, à Bayrou, Hollande, tout ça. On a bien vu qu'Hollande lui a répondu en lui disant « Écoutez, débrouillez-vous, faites-le ». Oui, bah surtout Hollande, il dit « Mais on a déjà un accord bah, ». Quelle est la question? Moi, évidemment, vous allez vous désister, bien sûr, pour moi, si je suis en face. Honnêtement, ce qui est à gauche, la tradition et le désistement, la question ne devrait même pas se poser. Le mieux placé, voilà. C'est pathétique qu'elle en soit là à faire une conférence de presse pour annoncer cela. Quand même, il y a un côté, elle n'a rien d'autre à dire. Alors, mais il y a une chose très dommageable aussi, c'est quand même de s'asseoir sur le premier tour. Elle devrait, au contraire, être très attachée au premier tour. Et le comportement consiste à dire, je ne dis pas pour qui je voterai au deuxième, qui peut paraître parfois, pour une candidature comme Eva Joly, où elle est assez marginale. Oui, mais qui est une manière aussi de jouer vraiment le premier tour. Le premier tour, c'est pour justement... Voilà, c'est un vrai premier tour. Et au second tour, très franchement, de par l'histoire, tous les candidats de gauche se sont toujours désistés et ont appelé à battre la droite. Il y a no suspense sur cette question-là. Oui, mais d'où le bouger. Et le fait absolu, c'est qu'elle tende la main de manière équidistante à Bayrou et à Jean-Luc Mélenchon, alors que leurs programmes sont profondément incompatibles. Non, mais ça, c'est un coup de patte à Cécile Duflot, sûrement, et au Vert. À mon avis... Bah, écoutez, Cécile Duflot était derrière, hein, je vois pas le coup de patte. Oui, mais elle parlait tout le temps. Non, mais elle était derrière, elle était sur Twitter, c'est vrai. Non, mais honnêtement, elle a oublié Philippe Poutou, elle a oublié Nathalie Arthaud, elle a oublié tout le reste. Non, je crois franchement que c'est une quantité négligeable d'importance nulle. Et avec Bayrou, effectivement, Bayrou l'a envoyé dans les cordes. Je trouve pas ça d'une importance négligeable. Oui, mais attendez, c'est un problème politique. Non, parce que c'est un positionnement qui est de dire, si on est tous contre Nicolas Sarkozy, on sera plus fort, et après tout, ça fait notre ciment, et c'est comme ça qu'on gagnera. Oui, mais dans la dynamique, elle entend, dans cette dynamique de second tour, elle entend coalition gouvernementale. Si elle n'a pas cité Philippe Poutou et Nathalie Arthaud, c'est pas simplement parce que leurs scores sont potentiellement marginaux, c'est aussi parce que ceux-là ne se situent pas dans une tradition potentiellement de gouvernement, même si pour Jean-Luc Mélenchon, après, c'est une autre affaire de savoir s'il peut y avoir une coalition entre le Front de gauche et le Parti socialiste actuellement. Mélenchon et Bayrou, Clémentine Autain, moi, que c'est un peu drôle. Mélenchon et Bayrou ensemble. Ah, mais c'est délirant. Elle est même, pardonnez-moi, c'est juste délirant. Parce que les programmes ne sont pas compatibles. Encore une fois, ce n'est pas une affaire de personne. Donc, de dire on va les rassembler dans un gouvernement n'a strictement aucun sens. Ça veut dire concrètement, ce soir, comme porte-parole du Front de gauche, vous nous dites jamais Jean-Luc Mélenchon ne sera dans le même gouvernement que François Bayrou. Oui, jamais. Oui, je peux être formelle. Je pense qu'il est impensable que le Front de gauche puisse être dans une coalition avec le centre incarné par François Bayrou, qui est historiquement un homme de droite et qui d'ailleurs aujourd'hui ne sait pas se situer entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Clémentine Autain peut dire ça sans aller dans un camp de rééducation immédiatement.
Je pense que c'est une appréciation assez simple. La question qui peut se poser, et c'est dommage que Eva Joly n'ait pas saisi cette perche, c'est en revanche d'un grand débat à l'intérieur de la gauche pour savoir quelle orientation politique devrait avoir un gouvernement de gauche. C'est ce que propose le Front de gauche depuis quand même le mois d'août de façon assez forte. Le PS n'a pas répondu et je vois qu'Eva Joly s'assoit totalement dessus et fait déjà une coalition totalement abracadabra. Ils étaient les meilleurs copains hier, et ben aujourd'hui, ça y est, c'est parti. Ça ne va plus. On va aller de l'autre côté, à l'extrême droite, avec Marine Le Pen qui présentait ses vœux aujourd'hui et on va l'écouter. J'en appelle à l'esprit républicain de tous nos responsables, de tous nos maires, de tous nos élus, de tous les Français. Si je ne pouvais pas concourir à l'élection présidentielle, il est évident que nous ne serions plus en démocratie et que le président élu serait parfaitement illégitime. On imagine les conséquences incalculables d'un événement aussi grave et les conséquences européennes et mondiales sur l'existence même des valeurs que porte la France depuis des siècles. Voilà qui est solennel, hein? Oui, c'est solennel, peut-être qu'elle dramatise la situation. Cela dit, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Quel que soit ce qu'on peut penser de Marine Le Pen et du Front National, et Dieu sait s'il y a des choses à penser négatives ou certaines positives, peu importe. Je trouve absolument ce serait scandaleux, je dis bien scandaleux, qu'elle n'ait pas ces 500 signatures. Que le Front National, qui doit faire 20% ou même 15% ou autre, où on décide que c'est un parti factieux et on l'interdit, c'est autre chose, mais à partir du moment où il est, il n'y a aucune raison. Et je trouve scandaleux, d'ailleurs, il faut le dire, que les maires soient obligés de déclarer leur identité, je veux dire, par la publique. Et on voit bien, à gauche comme à droite, toutes les pressions que ça peut comporter. Je crois qu'il faut vraiment changer ça et que les maires puissent anonymement voter, ça a été refusé par le Premier ministre, ça a été refusé par le gouvernement. C'est dommage. Vous associez à cette protestation aussi véhémente? Moi, je trouverais délirant qu'elle ne puisse pas être candidate, mais je pense que c'est un grand cinéma. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, je ne crois pas à l'hypothèse qu'elle n'ait pas ses signatures. Alors pourquoi elle fait ça? Jean-Marie Le Pen les a toujours eu in fine et on sait que le vote Marine Le Pen aujourd'hui se dit davantage que ne se disait le vote potentiel pour Jean-Marie Le Pen. Il y a moins de honte à voter. Enfin voilà, c'est une évolution qu'il faut prendre comme elle est, même si je ne m'en réjouis pas, mais c'est comme ça. Donc je ne crois pas, je pense que c'est du cinéma et de la victimisation à des fins politiques. Ceci étant, je suis totalement d'accord avec le fait que cette règle des 500 signatures est délirante. On devrait non pas faire quelque chose qui, sur la déclaration, l'anonymat de la signature. Je crois plutôt qu'il faudrait changer et se baser sur des parrainages citoyens, ce qui serait quand même tout à fait différent. Mais il en faudrait un certain nombre, sinon ça ouvre la porte à n'importe quoi. Bien sûr, je suis d'accord. Mais parrainage citoyen, c'est pas la même chose que des maires, ce qui lèse des candidatures qui sont moins institutionnelles. Et on voit la difficulté de Philippe Poutou, par exemple, à avoir ses signatures. Et moi, je regrette. Je ne suis pas d'accord avec la ligne du NPA. Absolument pas, mais je pense que la raison administrative du NPA de ne pas être candidat est une mauvaise raison. Oui, mais est-ce qu'on est quand même dans une élection présidentielle à une représentation de toutes les minorités extrêmes? Je ne parle pas de Marine Le Pen, justement. Je trouve que l'exemple de Philippe Poutou, c'est intéressant parce qu'il est très peu, à moins d'1%, il est très peu connu. Est-ce que le rôle de la présidentielle, c'est de faire connaître des personnalités et de donner un coup de projecteur? Écoutez, quand ça a été Olivier Besancenot, qui n'était pas connu, qui était un jeune facteur, vous voyez ce qu'il est devenu. Voilà, il incarne quelque chose dans le pays. Ouvrier, je rappelle, le seul ouvrier qui se présente en tant que candidat, je ne dis pas ça pour faire de l'ouvriérisme, mais c'est vrai, il est dans une usine, bon. Eh bien, je ne comprends pas qu'au premier tour, il n'y ait pas un très large éventail de la population qui monte des opinions. Et alors, pourquoi pas après aux Français de choisir et d'éliminer? Il n'y a pas de problème. Mais je trouve tout à fait scandaleux qu'on ne puisse pas le faire. Oui, mais il y a cette idée de l'éparpillement des candidatures, comme s'il n'y en avait pas autrefois quand le clivage droite-gauche fonctionnait et créait des dynamiques plus nettes. On cherche, je pense, c'est une mauvaise voie pour répondre à un problème qui est un problème plus politique. Salmec, c'est fini. La polémique, la flambée hier. J'ai l'impression que ça n'a intéressé que les journalistes, ce truc-là. Mais je sais pas. C'est devenu délirant pendant 24 heures. Ça a pris une place dingue.
Non, c'est pas hyper intéressant. Vraiment, on voit actuellement que la campagne présidentielle est vraiment à un stade encore de fœtus et d'embryon. Parce que... C'est dommage. Écoutez, on ne va pas rentrer davantage dans le vif du sujet. Le côté... Enfin, François Hollande, on sait très bien, il adore rigoler. C'est un type qui adore la plaisanterie, etc. Il s'était mis, paraît-il, dans la peau de quelqu'un quoi. Non, il s'était mis dans la peau de Nicolas Sarkozy qui disait je suis un président en échec, je suis un sale mec, mais vous devez m'élire parce que je suis le meilleur, quoi, en gros. Oui, mais enfin, je veux dire, c'est du mauvais chansonnier de sous-préfecture, ça. Je veux dire, quand on pense aux polémiques politiques, il y a encore 20-25 ans, et quand je ne parle pas de la Troisième République, je ne veux pas faire de la nostalgie. Là, j'étais pas né. Allez-y, un peu de culture, pourquoi pas. Mais enfin, non, mais je veux dire, il y avait des choses extraordinaires qui se disaient. Quand Clémenceau parlait et on disait, mais monsieur Clémenceau, vous avez un pied dans la tombe. Il disait, j'ai peut-être un pied dans la tombe et l'autre dans votre cul. Bah, c'était quand même mieux que ça, le mec. Que c'est beaucoup plus joli. Oui, c'est plus joli. C'est plus vrai. Je suis pas sûre. C'est parce que c'était Clémenceau, d'accord, mais quand même. Mais bon, non. Et la contre-offensive UMP qui a pilonné pendant toute la journée, est-ce que c'était productif? Est-ce que ça a marché? Chacun, écoutez, les autres pilonnent. Moi, ça me fait rigoler aujourd'hui. Regardez, Le Figaro, par exemple, c'est Hollande dans le flou, Hollande dans le flou, Hollande dans le flou. Libération, c'est Hollande génial, Sarkozy, etc. Ouais. Chacun choisit son camp et on y va à mort. Moi, je pense que la question de la TVA sociale, par exemple, est infiniment plus importante. Ce qui s'est passé hier sur la TVA sociale. Même et voilà, de façon claire, le Parti socialiste, pour une fois, a dit non, on l'abolira, c'est très bien. Et la droite veut l'imposer et c'est un positionnement politique important. En tout cas, c'est un sur vrai débat. Cifrance, ce qui s'est passé également hier sur Cifrance, où moi je regrette les propos de François Hollande, où il ne soutient pas les salariés dans cette idée d'entreprendre et de reprendre. La CFDT de Cifrance, que vous avez vu que la CFDT confédérale est très sceptique et très négative avec la CFDT de Cifrance. C'est important. Oui, je ne parle pas de la possibilité réelle pour les salariés de Cifrance d'arriver à faire la SCOP. Je ne me situe pas là-dessus, mais je pense qu'il y a un propos politique à tenir, de règles générales, de soutien aux salariés qui veulent, dans les cadres de restructuration, tenter de reprendre. C'est la responsabilité d'un politique de ne pas aller dans le mur, quand même. Ne prenez pas les salariés pour des abrutis. Les salariés, quand ils... C'est pas une question de ça, excusez-moi, je vais jusqu'au bout, mais les salariés qui étudient un dossier de SCOP, ils le font très sérieusement et s'ils décident de s'engager, ils le font sur des bases solides. La proposition de Nicolas Sarkozy arrive bien trop tardivement et n'est pas bien ficelée. Elle ne répond pas au problème. Mais à gauche, il me semble normal que nous ayons des positions claires sur le soutien à l'économie sociale et solidaire et de soutenir cette idée. Vous n'allez pas faire tout le discours, simplement. La SCOP, il serait bon quand même que quand on dit qu'une partie des indemnités peuvent servir à faire la société, c'est de la responsabilisation. Et je vous assure que dans n'importe quel cas social, la responsabilisation, c'est important. On ne peut pas dire non, on s'en fout, ça ne nous intéresse pas, on prend nos indemnités, débrouillez-vous et à l'État de se débrouiller. Je crois que ça ne va pas du tout comme ça. Merci beaucoup, merci. Demain, Olivier Truchot sera là et je vous retrouverai lundi, mais c'est le 20h de la Marchande tout de suite, bien sûr.